Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est en partie pour vous demander de supporter financièrement le projet Tournesol. Tournesol est une association à but non lucratif qui propose en gros une alternative démocratique à l'algorithme de YouTube. Malheureusement, l'association ne reçoit pas suffisamment de dons à l'heure actuelle pour continuer à payer le salaire de son unique développeur. J'en reparlerai en fin de vidéo. Le 29 octobre 2018, un vol domestique en Indonésie, de Jakarta à Pangkal Pinang, connut une fin tragique. Le Boeing 737 MAX s'échoua dans la mer de Java 13 minutes après décollage. Les 189 passagers et l'équipage sont morts lors du crash. Il s'agit de l'un des accidents les plus mortels de l'aviation moderne. Parmi les principales causes de cet accident identifiées par les agences de sécurité dans les semaines qui suivent, il y a notamment un capteur d'angle d'incidence qui avait la malencontreuse propriété d'être un point de défaillance unique. Autrement dit, si cet unique capteur dysfonctionne, le nouveau système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre ou MCAS introduit pour stabiliser le nouveau modèle du Boeing 737 MAX peut faire tout à coup incontrôlablement piquer l'avion et ainsi conduire à un crash terrible. Le mois suivant, en décembre 2018, l'administration américaine fédérale de l'aviation regretta sa décision de 2016 où elle avait approuvé le nouveau MCAS du Boeing 737 MAX et reconnu en privé que celui-ci risquait de causer près d'un crash tous les 2 ans. Malheureusement, seulement 5 mois plus tard, le 10 mars 2019, un autre Boeing 737 MAX opérant d'Addis Ababa en Éthiopie vers Nairobi au Kenya connut un sort similaire avec un crash 6 minutes après décollage, faisant cette fois 157 victimes. Le MCAS semblait à nouveau avoir été fautif. 3 jours plus tard, l'administration américaine fédérale de l'aviation prit la décision d'interdire tout vol du Boeing 737 MAX. Une procédure d'audit inédite fut initiée, impliquant de nombreuses agences comme le département des transports américains, le Bureau fédéral des investigations, aussi appelé FBI, le Conseil national de la sécurité du transport américain, le Bureau de l'inspection générale des États-Unis et des groupes de travail spécialisés. Et ces investigations révélèrent bien d'autres défauts encore, y compris des défauts qui n'avaient rien à voir avec le MCAS, mais aussi un grave manque de documentation et un refus volontaire de former les pilotes, et même des failles dans les ordinateurs de bord. Autre fait marquant, l'administration américaine fédérale de l'aviation imposa une amende d'1 million de dollars, notamment pour pression excessive sur les inspecteurs de la part de Boeing. L'interdiction de vol dura 20 mois et fut accompagnée d'amendes dont le total est estimé à 20 milliards de dollars, avec en plus des coûts indirects estimés à plus de 60 milliards de dollars, suite notamment aux annulations de commandes des clients de Boeing. Le grave manquement de Boeing à la sécurité, mais aussi celui des régulateurs, en premier lieu l'administration américaine fédérale de l'aviation, aura coûté une énorme fortune à l'entreprise, en plus de 346 vies humaines et des détresses des proches des victimes. Vu les risques, il semble clair qu'il faut exiger de Boeing qu'il dépense au moins des milliards de dollars par an pour garantir autant que possible la sécurité de leurs avions. Mais il semble qu'il faille de surcroît exiger des agences de sécurité de l'aviation, notamment celles en Europe qui ont moins de conflits d'intérêts nationalistes, qu'elles disposent des moyens suffisants pour faire leur travail d'inspection avec rigueur. Malheureusement, à en croire notamment cet excellent documentaire, on est encore très loin d'avoir des budgets et des moyens légaux suffisants pour imposer la sécurité dans l'aviation. Si la sécurité dans le domaine de l'aviation n'est peut-être pas encore suffisante, il faut tout de même reconnaître qu'elle semble beaucoup plus avancée que dans d'autres domaines comme la sécurité routière, la sécurité financière ou encore et surtout la sécurité informatique. En particulier, des procédures lourdes et coûteuses doivent être suivies par tout constructeur d'avions pour certifier la sécurité de leurs produits. Ainsi, à travers le monde, on trouve de nombreuses agences de régulation comme l'administration américaine fédérale de l'aviation, l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, l'administration d'aviation civile en Chine et d'autres. Et pour obtenir un certificat de type nécessaire pour ensuite commercialiser un avion, les constructeurs doivent dépenser des millions de dollars, voire des centaines de millions de dollars quand il s'agit d'avions commerciaux. Par ailleurs, quand il s'agit d'aviation et de sécurité, la fiabilité de l'avion même est loin d'être le seul enjeu. D'ailleurs, si vous cherchez Aircraft Security sur DuckDuckGo, sans doute suite à l'attentat du 11 septembre, beaucoup des images que vous obtiendrez correspondent en fait davantage à la sécurité d'un vol vis-à-vis de passagers malveillants.
Autrement dit, dans le domaine de l'aviation, la sécurité, c'est aussi et surtout la sécurité contre les utilisateurs malveillants. Il serait catastrophique si tout utilisateur pouvait prendre le contrôle de l'avion et décider de sa gouverne. Or, cette sécurité est aussi extrêmement coûteuse. Elle nécessite l'emploi d'un grand nombre de ressources humaines pour contrôler l'absence d'armes légères dans les affaires des utilisateurs et entretient ainsi toute une industrie de la sécurité des aéroports. Enfin, on peut faire la remarque que cette sécurité est aussi très encombrante pour les passagers qui doivent ainsi y venir très en avance par rapport à l'heure du décollage, surtout dans le cadre des vols internationaux. Mais peut-être parce que les manquements à la sécurité dans l'aviation conduisent à des images spectaculaires et à des investigations journalistiques incessantes, et parce qu'ils attirent naturellement la curiosité du grand public, la sécurité dans l'aviation est prise très au sérieux par tous, par les aéroports, les passagers, les journalistes, les régulateurs et les politiques, voire, même si ce n'est pas visiblement toujours leur top priorité, par les concepteurs des avions même. Malheureusement, la sécurité de l'information et des algorithmes qui maîtrisent tant le flux de l'information dans le monde ne disposent absolument pas de la même attention, en tout cas jusque-là. Pourtant, comme je n'ai cessé de le répéter dans cette série de vidéos, les algorithmes les plus influents du web, en particulier les algorithmes de recommandation, sont beaucoup plus dangereux que les avions défectueux de Boeing. Pire encore, à l'instar d'un avion piloté par des passagers clandestins, les algorithmes de recommandation sont aujourd'hui constamment manipulés par des campagnes de désinformation organisées qui vont typiquement abuser d'armées de faux comptes et de trolls pour amplifier les contenus qu'ils sont mandatés d'amplifier et pour réduire au silence l'information qu'ils veulent noyer. Je suspecte ainsi les story killers qui dénoncent cette industrie de la désinformation d'avoir été eux-mêmes killed par ces campagnes qui ont probablement massivement signalé ces contenus sur les réseaux sociaux pour que les algorithmes croient qu'il s'agit de désinformation ou de contenus inappropriés. Les défaillances de ces algorithmes du web devraient être beaucoup plus inquiétantes que les défaillances des algorithmes des Boeing 737 MAX. Après tout, même s'il s'agit déjà de tragédies graves, les crashs des Boeing 737 MAX n'ont finalement provoqué que, et je mets bien sûr d'énormes guillemets sur le que, 346 vies humaines. C'est bien sûr déjà beaucoup trop, mais c'est très négligeable devant les dizaines de milliers de victimes du génocide des Rohingyas au Myanmar, voire devant le demi-million de morts du génocide des Tigrés en Éthiopie, deux cas où les appels à la haine, à la violence, au meurtre et au génocide ont été massivement amplifiés par les algorithmes de réseaux sociaux, ce qui a fait dire notamment à Amnesty International que ces algorithmes ont contribué à ces génocides. Les salariés disaient qu'ils avaient conscience et connaissance de l'impact sur les droits humains que pouvaient avoir leurs algorithmes et leurs modèles de développement. Et pour autant, il ne s'est rien passé. Donc ils ont plutôt privilégié, en tout cas mis en avant, la solution de la modération de contenu, alors qu'on sait que c'est assez limité. L'algorithme de modération de contenu ne repère qu'un petit pourcentage des contenus haineux, alors même que le vrai problème, ça reste l'algorithme qui va façonner ce qu'on va voir en ligne. Donc là, en l'occurrence, avec ce qui s'est passé au Myanmar, on a pu analyser avec ce rapport de manière assez fine le rôle de Meta et on a pu conclure qu'on était au deuxième niveau, c'est-à-dire que l'entreprise a contribué aux atrocités commises en 2017. Et de ce fait, elle a l'obligation, au regard du droit international, de verser des réparations. C'est pas la première fois qu'Amnesty interpelle l'entreprise. On avait déjà publié en 2019 un rapport qui parlait justement de ce modèle de développement économique de Facebook à l'époque et de Google, puisque c'est pas le seul géant du numérique à utiliser ce modèle de développement, notamment pour demander l'interdiction de la publicité ciblée en ligne. On a de plus en plus une compréhension effectivement de la manière dont les algorithmes fonctionnent, mais c'est encore très opaque, c'est pas du tout transparent. Et il faut absolument pouvoir réguler les activités de ces grandes plateformes en ligne. Et pour le coup, les États aussi ont une responsabilité puisque ce ne sont pas des entreprises qui ont l'habitude de s'autoréguler. À cela s'ajoutent tous les troubles de santé mentale, y compris les suicides qui représenteraient plus de 700 000 morts par an selon l'Organisation mondiale de la santé. Si les algorithmes de recommandation, notamment sur Instagram, augmentent ce nombre de quelques pourcents seulement, alors on parlerait déjà de dizaines de milliers de morts. Et bien sûr, ma liste des victimes collatérales des algorithmes de recommandation est loin d'être exhaustive. On pourrait par exemple aussi parler de la désinformation sanitaire, qu'il s'agisse d'amplifier l'hésitation vaccinale pendant le Covid ou de la promotion massive de pseudomédecine qui mettent des vies en danger.
Mais le plus préoccupant pour moi, c'est surtout l'amplification massive de la haine. En favorisant les contenus qui appellent parfois à la violence, voire au meurtre, les algorithmes de recommandation mettent en danger les populations déjà surexposées à la haine, à l'instar de populations musulmanes en Inde, y compris lorsque ces derniers n'utilisent pas les réseaux sociaux. Autrement dit, ça ne sert à rien de dire à un militant des droits humains de cesser d'utiliser les réseaux sociaux ou un réseau social en particulier. Sa vie sera menacée par Facebook, que cette personne utilise Facebook ou non. Toute protection de la population mondiale semble inéluctablement nécessiter une sécurité beaucoup plus accrue des systèmes qui maîtrisent le plus le flux de l'information à travers le monde. Malheureusement, de nos jours, la sécurité de ces systèmes informationnels est une énorme mute news, surtout en comparaison des enjeux. C'est simple, le métier d'inspecteur des algorithmes de TikTok n'existe essentiellement pas aujourd'hui et le peu qu'on sait vient surtout d'enquêtes journalistiques à partir de données publiques ou de fuites de documents internes. Mais on est extrêmement loin du jour où plusieurs organismes indépendants de centaines d'employés chacun chercheront à étudier les risques de manipulation d'informations en fouillant dans les codes et les documentations de Google et Facebook. Et s'ils existent, ils disposent de budgets extrêmement limités qui les empêchent complètement de surveiller les milliards de publicités que Google et Facebook diffusent chaque année et par exemple d'évaluer la légalité de ces publicités. Comme l'explique si bien l'avocat Albert Fox-Cahn sur Last Week Tonight, We don't trust companies to self-regulate when it comes to pollution. We don't trust them to self-regulate when it comes to workplace comp. Why on earth would we trust them to self-regulate AI? Look, I think a lot of the AI hiring tech on the market is illegal. I think a lot of it is biased. I think a lot of it violates existing laws. The problem is you just can't prove it. Not with the existing laws we have in the United States. Non seulement les moyens légaux nécessaires pour auditer ces groupes sont insuffisants, mais surtout les moyens financiers pour embaucher les armées d'avocats, mais aussi de chercheurs, d'ingénieurs et de journalistes pour disséquer les IA les plus puissantes du monde moderne et en comprendre les vulnérabilités, ces moyens financiers indispensables sont aujourd'hui cruellement déficients. Aujourd'hui, les meilleurs avocats, chercheurs et ingénieurs bossent pour Google et compagnie, pas pour la régulation de ces groupes. Mais on ne pourra pas y couper. Réguler des marchés planétaires et dangereux coûte très cher. Il faut de l'argent pour la régulation. Il faut de l'argent pour faire appliquer même des lois déjà existantes. À titre de comparaison, Wikipédia s'appuie sur la Wikimedia Foundation, dont les dépenses sont de l'ordre de 150 millions de dollars par an. Sans de tels investissements, le Far West de l'IA, surtout maintenant avec les algorithmes de langage comme ChatGPT, va inéluctablement perdurer et on risque de continuer à assister à des amplifications toujours plus massives de la haine sur les réseaux sociaux à l'intérieur des démocraties, voire entre superpuissances internationales. Il y a urgence, vraiment urgence. À une époque où la guerre est revenue en Europe et où les gouvernements russes et chinois semblent vouloir faire front commun contre les démocraties, et une ère où le changement climatique et les inégalités de richesse sévissent gravement, à une période de l'histoire où la haine est redevenue omniprésente, il semble plus urgent que jamais de se donner les moyens de vérifier que Google, Facebook, TikTok et d'autres prennent vraiment soin de la sécurité de leurs utilisateurs et de la population générale et qu'ils ne soient pas en train de semer les graines d'un futur dystopique. Comme vous le savez certainement, depuis bientôt 3 ans, des amis et moi travaillons sur une solution pour une gouvernance collaborative des algorithmes les plus influents du web, à savoir la plateforme Tournesol. Il nous arrive ainsi régulièrement de passer des dizaines d'heures dans une semaine sur notre temps libre à essayer d'améliorer notre plateforme, à concevoir de nouveaux algorithmes sécurisés, à étudier les garanties mathématiques de ces algorithmes, à promouvoir la plateforme sur les réseaux sociaux, à établir des collaborations avec des entreprises, des institutions et des associations, à écrire des demandes de financement, à expliquer le projet à des étudiants, des journalistes et des chercheurs, à répondre aux interrogations de nos utilisateurs, à encadrer des stagiaires et des étudiants, à remplir des documents administratifs pour la légalité des opérations de l'association, à accompagner les développeurs bénévoles du code, à réestimer les besoins de notre association à but non lucratif et à corriger notre vision à long terme du projet, entre autres. Le travail qui a été fourni par l'équipe largement bénévole de Tournesol est énorme. Et alors, quand on a commencé, j'étais chercheur à l'EPFL, ce qui fait que mon travail de jour était parfaitement aligné avec les défis de conception d'algorithmes et l'étude mathématique de ces algorithmes qui sont absolument nécessaires au développement d'une plateforme sécurisée comme Tournesol. Et ça fait qu'en pratique, je travaillais à l'époque bien 50 heures par semaine sur différents aspects tous pertinents à Tournesol. On avait alors aussi la chance d'avoir un ingénieur de recherche payé par l'EPFL qui lui passait son temps de travail sur le développement de Tournesol.
À cela s'ajoutent mes nombreux collaborateurs de recherche à l'EPFL qui du coup travaillaient indirectement sur des mathématiques et des algorithmes importants pour Tournesol. Cependant, l'été dernier, le partenariat avec l'EPFL n'a pas été reconduit et nous avons ainsi perdu d'énormes ressources humaines pour Tournesol. En parallèle, notre association Tournesol avait embauché un autre développeur qui lui travaille à 80% sur le développement de notre plateforme. Pour le financer, les cofondateurs de l'association et des bénévoles engagés, nous avons mis beaucoup de notre propre argent. Cependant, cette situation est loin d'être tenable, notamment parce que depuis, je me lance dans un projet de start-up appelé Kelkarpa et qui propose notamment du consulting en cybersécurité et du machine learning. Mais du coup, je n'ai plus de salaire fixe à injecter dans Tournesol. Bref, pour pouvoir continuer à payer notre excellent développeur et ainsi garantir la pérennité du développement de Tournesol, il nous faudra recevoir autour de 3 000 € de dons mensuels. Pour l'instant, on est à 800 €, ce qui fait qu'on a déjà fait un quart du chemin. Mais il reste encore les 3/4 du chemin à parcourir et j'aimerais vraiment pouvoir compter sur vous pour l'accomplir. En particulier, si 500 personnes parmi vous décident de faire un don mensuel de 5 €, l'association pourra continuer à développer sereinement la plateforme Tournesol. Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous vouliez bien nous faire un don unique ou récurrent via Utip, via virement bancaire ou via PayPal pour permettre au projet Tournesol de perdurer et garder également son indépendance. Cela fait 7 ans que je fais des vidéos gratuitement sur YouTube et contrairement à mes collègues, à part lors des 6 premiers mois de la chaîne, je ne vous ai jamais demandé de me faire des dons. En fait, ma page Tipeee demandait explicitement de ne pas me faire de dons et je n'ai jamais monétisé mes vidéos. Si je vous demande de contribuer, ce n'est absolument pas pour mon propre intérêt direct. Je suis personnellement terrifié par l'insécurité des réseaux sociaux et des algorithmes de recommandation, et je pense que la seule façon de combattre la désinformation et les appels à la haine à grande échelle, c'est qu'il y ait des investissements massifs pour les combattre et les remplacer par des contenus d'intérêt public. Alors bien sûr, c'est pas avec un seul unique développeur pour Tournesol qu'on va réussir à complètement changer la donne sur l'état des algorithmes de recommandation aujourd'hui, mais faute de mieux, il me semble urgent de commencer par aider là où on peut et essayer d'encourager le plus de gens possible à en faire de même. Sachant que de surcroît Tournesol est la seule solution avancée pour gouverner collaborativement les algorithmes les plus influents du web, pour autant que je sache, et je parle là en tant que chercheur expert du domaine, et sachant qu'en plus Tournesol est une solution open source sous licence AGPL libre, investir des ressources humaines dans Tournesol me semble être l'une des meilleures façons d'avancer aujourd'hui et de sécuriser à long terme l'information la plus propagée à travers le monde. Bien sûr, plutôt que via un don, vous pouvez aussi nous aider en promouvant Tournesol autour de vous, auprès de vos proches, auprès de votre entreprise, auprès de vos amis, ou en contribuant à l'identification de contenus d'intérêt public via Tournesol en comparant, si possible, régulièrement des vidéos YouTube via Tournesol. Ou mieux encore, pour les plus motivés d'entre vous, vous pourriez nous aider à identifier des pistes prometteuses de financement, voire à écrire avec nous les demandes de financement. Du fond du cœur et au nom de toute l'équipe de Tournesol, je vous en remercie profondément d'avance.